On vient vous parler aujourd'hui de deux sujets que sont Poupette, mais en fait Chef, et Amazon. Comment ça fonctionne sur un projet PHP, un véritable retour d'expérience. Avec donc moi, Nicolas Silberman, je suis consultant en architecture IT. Je suis aussi un peu prof à l'ESSEC et ancien président de la FUP. Et également ancien CTO de Mediapart et de 20 minutes. Bonjour, moi je suis Sébastien Angel, je suis le directeur adjoint des nouveaux médias du groupe Express Rolarta. Alors c'est un titre un petit peu à rallonge. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire la technique et la partie opération projet. Donc je vais vous présenter rapidement qui nous sommes. Le groupe Express Rolarta, historiquement, c'est un groupe de presse, avec des titres que vous connaissez, sans doute, l'Express, Point de vue, Ciné Live, l'étudiant, d'ailleurs je crois que l'étudiant est au fond. Et dans mon équipe, on gère deux sites, on gère l'Express et on gère Côté Maison. Donc l'Express, c'est un site d'actualité générale, politique, société, monde, etc., qui adresse à peu près chaque mois 7 millions de visiteurs uniques, et qui est dans le top 5 des sites d'actu en France. Et à côté de ça, on a également un site qui est leader de la déco en France, qui s'appelle Côté Maison, qui fait à peu près 1 million de visiteurs uniques par mois. Alors là, Nicole vous a parlé de Chef et d'Amazon, on est quand même au forum PHP, donc on fait du PHP, c'est notre stack techno principal. On travaille sur du Symfony et sur du Silex essentiellement. Et pourquoi on a eu ce besoin d'industrialiser? Ça fait 1 an qu'on est en changement techno très fort, puisqu'on était historiquement sur des techno Microsoft sur la partie front, et qu'on a basculé complètement sur du PHP, avec du RabbitMQ, avec du MongoDB, avec du Silex, etc. Et qu'on s'est donc confronté à avoir une nouvelle stack technologique à recéter, à mettre en production, et c'est pas facile. Parce que forcément, il y a des bugs. Alors face au problème de bugs, forcément, quand le chef de projet arrive et va voir le développeur, il lui dit « bon, là j'ai un bug ». Le développeur pose quand même des questions. « Non, chez moi ça marche ». Voilà. « Non, moi j'ai pas de problème, sur mon ordinateur, je regarde, j'ai pas de problème, il n'y a pas de bug ». Première possibilité de réponse. Deuxième, c'est « ouais, mais c'est normal, j'ai pas tout installé, on ne regarde pas cette partie du site-là, c'est normal, ce que tu dois regarder, c'est que ça ». Bon. Ok, on fait confiance. Troisième possibilité de réponse, c'est « tu voulais tester ça aussi? Je ne savais pas, moi je t'ai mis que ce petit bout-là, le reste, non, je ne pensais pas que tu voulais t'en servir. » Et puis la quatrième, t'inquiète pas, ça marchera en prod. C'est vrai, on l'a fait, hein, je confirme, moi-même je l'ai déjà dit, non, t'inquiète pas, c'est normal, fais-moi confiance, tu verras, ça marchera. Voilà. Forcément, c'est pas très rassurant pour les équipes de chefs de projet. Donc, voilà. Avec des postes de dev qui sont soit plutôt en standalone ou alors connectés, branchés, intégrés à des serveurs de développement, des besoins d'avoir dans tout ça évidemment de la recette, de la démo aussi pour la démo interne, du staging avant la pré-prod et avant la prod. Ça fait pas mal d'environnements différents qui valaient du coup réussir à un petit peu industrialiser, réussir à harmoniser, réussir à décrire, tout ça pour éviter tout ce que vient de dire Sébastien. Mais ça fait pas mal de choses et on pourrait qualifier ça de bordel quand même, parce que chacun est un petit peu maître de son matériel, va installer ses propres librairies sans forcément avoir de cohérence avec la prod ou ne serait-ce que la pré-prod, va faire des mises à jour parce que ça se fait tout seul et qu'est sur un Linux, un apt-get, un upgrade va un petit peu modifier ce que vous allez avoir. Donc on avait cet objectif de sortir de là. Alors pourquoi on est arrivé quand même à ce niveau-là de besoin en 2005, l'Express c'était un serveur, c'est véridique, hein, un petit serveur comme ça, avec une application et une base de données. Assez simple, une seule personne s'en occupait, les mises à jour via FTP, on copiait-collait les fichiers, tout se passait bien, pas trop de mises à jour système, parfait. Voilà. 10 ans plus tard, maintenant,
L'Express, c'est 6 applications en PHP, c'est 15 bases de données métiers sous du MySQL, du MongoDB, du SQL Server, ça c'est juste historique, hein, c'est juste pour être honnête, du Redis, du RabbitMQ, et je passe d'autres choses. Donc on a aujourd'hui un système de plus en plus complexe, puisque notre philosophie à l'Express, c'est vraiment de travailler en mettant l'infra dans la réflexion sur l'architecture logicielle. C'est-à-dire qu'on pense un applicatif dans le cadre d'une infra, en essayant de découpler au maximum les applications par rapport à leur objectif. Donc, je donne un exemple. Aujourd'hui, on a un CMS qui fait que du back-office pour les journalistes, donc ils vont éditer leur contenu, et on a un autre applicatif pour gérer le front. Donc, on découpe complètement le besoin. Ça permet, dans un premier temps, de se focuser vraiment sur ce que doit faire l'application, de ne pas avoir ce qu'on appelle chez nous un gros bousin qui fait tout. Et ça permet également, de manière assez simple, quand on a un des applicatifs qui tombe, le reste n'est pas impacté. Ce qui permet quand même pour les équipes d'être un peu plus sereines quand les problèmes arrivent. Le gros bousin qui fait tout, on appelle ça une usine à gaz? Alors oui, potentiellement, c'est le danger. Il faut faire attention effectivement à ce que ça soit quand même bien fait. C'est pas toujours facile, hein. On est encore en train de finir notre migration technologique. Alors, pour répondre à Nicolas, une fois qu'on a dit ça, on a essayé pas mal de choses. On s'est dit, on va reproduire des bouts, voilà, par rapport à un bout de CMS. Donc on fait le CMS, on ne met pas le front, on met que le CMS. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dépendances. Forcément, le CMS, il va parler avec le front. Donc il y a un moment, ça va être problématique. Et puis toujours, à un moment, le chef de projet dit, mais oui, ok, j'ai pu éditer mon article dans mon CMS, mais est-ce que sur le front, j'ai bien le bon rendu? Oui, ça va marcher en prod. Non, c'est pas la bonne réponse. La deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est de reproduire, comme disait Nicolas, les infras à l'identique de la production, mais en le faisant à la main. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un nouveau projet, on met en place une nouvelle démo, un nouveau staging, un nouvel environnement de développement, et à chaque fois, c'est bon, j'ai fini, on envoie au chef de projet qui me dit « ça marche pas ». « Ah oui, j'ai oublié ça. Ah oui, j'ai oublié ça. J'ai pas les images. Ah oui, mais non, c'est compliqué parce que c'est sur la prod, etc., etc. » Donc on se retrouve à chaque fois à prendre un temps fou pour remonter un environnement correct. Et en plus, on le remonte mal parce qu'il manque toujours des choses. Et on croise les doigts. Voilà, on espère que ça marche en prod. Dans cette prod, en fait, il y avait pas mal de choses qu'expliquait Sébastien. Toute la partie middleware, les applicatifs, les différentes bases de données et évidemment tout le côté fichier statique, les images, les PDF, les vidéos, enfin tout ce qui peut être activement utilisé dans différents environnements et nécessaire à la validation d'une application de développement. Donc l'objectif, ça a été déjà en termes de prérequis, évidemment d'être sous guide, de versionner le code. Ça c'était plus qu'un prérequis, c'est même obligatoire dans les pratiques, je ne vais pas dire les bonnes pratiques. Il y avait déjà une expérience de déploiement continu avec Capistrano pour le déploiement vers la prod, qui a simplifié quand même une partie du boulot, mais c'est vrai qu'on bannit dès le départ les problématiques de ce qui se faisait il y a 10 ans, directement un simple FTP et je vais mettre à jour mes fichiers et puis on verra. Aujourd'hui, on déploie plusieurs fois par jour nos différents applicatifs sans stress, voilà, parce qu'on a fait cet effort-là de mettre ça en place, ce qui nous permet d'aller après sur le côté industrialisation. Et également, des compétences DevOps sont un peu nécessaires. Alors, les compétences DevOps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement, on va dire. L'objectif étant de réduire toutes les discussions, les frictions, les problèmes, les incompréhensions qu'il peut y avoir entre les devs et les ops, c'est-à-dire les admin 6. Avec donc la belle phrase « Travailler ensemble pour produire de la valeur pour l'entreprise », source de Wikipédia, mais qui a vraiment un intérêt en fait de permettre de demander aux développeurs de connaître un petit peu le monde de l'admin 6 et à l'admin 6 de connaître aussi un petit peu les problématiques et le monde du développeur. Tout ça pour du coup véritablement aider au but commun qui est la stabilité de l'application en production.
On avait besoin d'une infra très on-demand parce qu'on était sur des environnements, notamment, je peux penser aux démos, mais aussi aux environnements de développement. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être actifs tout le temps. On peut vouloir en avoir besoin pour un projet X, Y, Z. On s'est du coup orienté sur Amazon Web Services pour leur offre de services très complète, pour des API très nombreuses, toutes les instances qui étaient proposées, et puis c'était le côté aussi un peu sympa d'aller se dire on va faire de l'Amazon de façon beaucoup plus pro, plutôt que des petits tests qu'on avait pu faire ou des bouts d'utilisation de briques Amazon. Là, on est arrivé sur quelque chose d'assez sympa. On pourrait, grosso modo, dire c'est le Saint Graal. On est un petit peu le but ultime de notre vie. J'exagère un petit peu quand même. Alors l'intérêt aussi par rapport à Amazon, ceux qui ne connaissent pas forcément toute l'offre de service, c'est que c'est vrai qu'on peut démarrer très facilement une instance en quelques clics. Vous choisissez la RAM, la puissance, le CPU et puis l'image disque, et puis c'est fait. On peut arriver aussi sur une stack très complète avec des outils comme CloudFormation qui vous permettent de vraiment scripter et de définir tout ce dont vous avez besoin pour facilement la redéployer juste en envoyant le petit bout de script. Et en utilisant les API d'Amazon aussi, faire énormément de demandes, de créer un serveur MySQL en master slave, de démarrer une instance EC2E, de la lier au MySQL pour configurer toutes les applications entre elles, toutes les discussions, tout ça via les API sans avoir forcément besoin de le faire via l'interface Amazon desktop. Alors, nous, on n'avait jamais fait d'Amazon, c'était la première fois. Donc au début, ce fut un peu difficile parce que Amazon, c'est très 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 large en termes d'offre de service. Il y a un petit peu tout. C'est pas forcément simple du premier coup d'œil de savoir ce que fait chaque service. Donc, pour éviter de se noyer et de se perdre, on s'est fait accompagner par quelqu'un qui connaissait pour gagner du temps, et c'est cette personne qui est à côté de moi, c'est Nicolas. Voilà. Donc, il nous a un petit peu dit voilà, il faut partir là-dessus comme service. Celui-ci, c'est pas forcément utile pour le moment. Donc quand même, si vous voulez vous lancer sur Amazon, moi je vous conseille d'essayer d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner vos équipes, parce que c'est pas forcément toujours très simple. Faut aussi savoir que côté Amazon, il y a un accompagnement en avant-vente des ingénieurs Amazon qui est plutôt de très bonne qualité. Alors ça dépend un petit peu de périmètre de votre projet, mais ils sont très compétents et sont très à l'écoute et assez facilement accessibles. Le deuxième point, c'est la maîtrise du budget, parce que alors effectivement on le sait tous, hein, Amazon c'est du cloud, super, on paye à la consommation, etc. Donc c'est pas voilà. Mais dans la vraie vie, on rentre le soir et puis on rentre chez soi, puis on dit oups, j'ai oublié d'atteindre des instances, donc je vais payer, et ça peut aller très vite, ça peut être le week-end, ça peut être etc. Donc il y a une vrai changement de paradigme sur cette partie-là, même si on le sait, faut quand même bien se le dire. Parce que moi, historiquement, j'ai un hébergeur. Hein, donc mon hébergeur, j'ai une facture par mois qui tombe, je sais comment je paye, j'ai pas de sujet. Là, c'est tous les jours que ça peut monter, descendre. Donc, il faut être très vigilant. L'avantage sur Amazon, c'est qu'il y a des alertes pour les seuils budgétaires. Donc, vous pouvez très facilement dire au-dessus de tant d'euros, je veux avoir un mail pour voir, tiens, il se passe quelque chose. La première fois qu'on a franchi des paliers, ça fait un petit peu drôle, mais au moins on le sait. Et tout ça implique donc une gouvernance des machines et l'optimisation des ressources. Parce qu'on peut créer des instances autant qu'on veut, très facilement, et forcément au début, on a envie de jouer, donc on en met plein, et puis à la fin, on en a trop. On ne sait pas comment elles sont nommées, on ne sait plus à quoi elles servent, donc il y a quand même la souplesse, c'est bien, mais il faut quand même la maîtriser. Il faut la maîtriser pour savoir ce qu'il y a, et il faut la maîtriser aussi pour optimiser les coûts. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de penser l'hébergement. Alors je ne vais pas faire un cours sur le cloud, je ne suis pas du tout expert, mais en tant que retour d'expérience, c'est vraiment une petite barrière et une petite alerte à avoir quand on passe sur Amazon. Alors, avec Amazon, on va avoir la stack qui va être prête. Après, on va avoir la problématique de la configuration. Ce qu'on disait en introduction, l'objectif étant d'avoir un environnement qui soit équivalent à la prod et qui permette du coup de vraiment tester dans des conditions les plus réelles possibles en fonction les plus réelles possibles.
Du coup, ce logiciel permet de gérer tout ce qui est le système, les applications nécessaires, les applications standards, les applications métiers, certaines configurations qui doivent être faites ou certaines modifications de fichiers un peu spécifiques. Donc historiquement, il y avait beaucoup de scripts en bash et du CF Engine qui était utilisé. On a travaillé sur deux solutions un peu plus intéressantes qui étaient Puppet, qui était en Ruby, et Chef, qui était en Erlang. On aurait pu travailler sur Ansible, mais à ce moment-là, on n'avait absolument aucun retour d'expérience, donc on est resté sur Puppet ou Chef. Et on a choisi Puppet pour différentes raisons. Déjà, on avait quelques expériences précédentes dans l'équipe de l'Express sur du Puppet. Moi, pour ma part, j'avais pas mal travaillé sur des environnements de dev aussi chez Mediapart. Donc j'avais, sans me prétendre expert, mais en tout cas, j'avais un bon retour d'expérience à partager, et tous les problèmes qu'il peut y avoir et la façon de travailler avec un Puppet aussi pour avoir des environnements qui soient corrects. Et on voulait surtout aller très rapidement, donc forcément des univers qu'on connaît, qui correspondent plutôt aux besoins, on y va. Donc là aussi, effectivement, une petite expérience chez nous de quelques personnes sur Puppet, mais vraiment très très minimale, juste en jouant un petit peu. Et quand on passe sur d'un peu plus lourd, on a d'autres difficultés. La première difficulté qu'on a eue, c'est que forcément on est parti comme ça, on utilisait la config standard de Puppet que c'est des petits piras, c'est des fichiers YAML qu'on paramètre, etc. Et on a découvert après qu'il y avait Foreman, qui était une solution qui permet en fait de piloter tout Puppet. Enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et on s'est aperçu que de passer des fichiers de configuration type Piera à du Foreman, c'est beaucoup de boulot. Donc on a perdu beaucoup de temps. Quand même, ce qu'on a vraiment apprécié sur Puppet, c'est la partie communautaire des recettes. Donc une recette, c'est ce qui permet de faire les déploiements, qui sont sur la communauté de très bonne qualité quand elles sont maintenues. Et on trouve à peu près tout ce qu'on veut par rapport à ses besoins. Alors, en plus, on n'est pas très exotique nous, dans notre stack, donc on n'a eu aucun souci là-dessus et c'était assez agréable pour avancer. Après, ce qui nous a vraiment posé problème sur Puppet, c'est l'arbre des dépendances. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, Puppet, le principe c'est de dire dès que je vais installer quelque chose, je vais créer des dépendances entre les différentes choses que je vais faire. Tout bêtement, je vais installer Apache, je vais créer un vhost et je vais faire un restart Apache. Puppet, il va faire des dépendances entre tout ça. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un restart Apache si je n'ai pas joué avant créer le vhost, si je n'ai pas joué avant l'install d'Apache. C'est très bien conceptuellement, effectivement, parce que ça permet d'avoir quelque chose qui est très propre et qui maîtrise les dépendances et évite de faire à peu près n'importe quoi. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante. Le principe derrière, c'est de compiler toutes les recettes, de faire cet arbre de dépendance et puis de jouer les modifs en prenant en compte les dépendances. Donc il va passer sur les premières choses, il va repasser jusqu'à toutes les dépendances soient jouées et qu'on ait toute la stack qui soit en place. Quand on commence à avoir une vingtaine ou même une cinquantaine de niveaux de dépendance, quand il y a un problème, ça devient un petit peu compliqué de retrouver où c'est. Alors je ne dis pas que c'est impossible, et puis nous on ne maîtrisait pas non plus peut-être parfaitement, donc peut-être que les experts s'en sortent beaucoup mieux que nous. Nous on a eu quand même beaucoup de difficultés, parce que sur un graphe, le graphe n'est pas là. Il y a un graphe qui a disparu, c'est pas grave. Vas-y, prends la suivante. En vrai de vrai, les dépendances, ça peut ressembler à ça quand on a beaucoup de configurations. Donc forcément, c'est un vrai graphe Puppet, hein, c'est pas une fausse image. Donc ça devient un peu compliqué de trouver là où on peut aller. Et forcément, pour les équipes, quand ça ne marche pas, ça devient vraiment un cauchemar. Voilà. Alors, pourquoi on a changé pour Chef? Alors c'est pas parce que forcément Puppet était trop compliqué, c'était un écueil, mais c'était pas forcément le choix fondamental. Le premier choix, il aurait dû être dans le stade en tout premier, notre hébergeur pour la prod est en train de passer sous Chef également. Donc on s'est dit que ce serait peut-être pas bête d'avoir le même outil entre nous et eux, ça sera quand même beaucoup plus simple. L'avantage également, c'est que côté Amazon, toute la partie Chef est très documentée, contrairement à Puppet, c'est encore un petit peu balbutiant, donc il n'y a pas beaucoup de choses, alors que sur Chef, c'est vraiment très complet, donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite.
Et puis Chef est un peu plus simple à écrire, en tout cas c'est notre retour d'expérience en termes de recettes par rapport à Puppet. Il y a un énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas de virgule. Ça passe plus. Voilà, Microsoft. Alors, hop. Tac. On retrouve l'arbre de dépendance. Simple, voilà, c'est le simple. Hop, 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 et hop. Donc pas de virgule, mais en fait ça fait sourire, mais véritablement quand vous écrivez recette sur recette sur recette sur recette sur recette, souvent vous les oubliez à la fin, et du coup c'est assez agréable pour les devs. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail. Chez Amazon, vous avez des AMI. Les AMI, c'est en fait des instances qui sont pré-packagées avec différentes stacks applicatifs dessus, qui sont livrées avec des choses assez basiques, les distributions Linux, une Debian, etc. Nous, au début, on prenait les AMI, et puis après, on les instanciait, et après, on jouait tout chef dessus pour installer toute la stack. On installait Apache, on installait PHP, on installait etc. etc. C'était un petit peu long, parce que le but du jeu, c'est quand même d'aller très très vite. Donc on s'est dit que plutôt que d'à chaque fois d'instancier toujours les mêmes choses, parce que le PHP, on en fait toujours, Apache ou Nginx, on s'en sert toujours, le MongoDB aussi, etc. Donc tout ce qu'on voulait mettre en standard sur notre stack applicative, on a décidé de les mettre dans des AMI à nous, customisés. Alors au début, on a fait ça à la main, forcément, c'est un peu pénible, c'est un peu long. Et puis on a découvert Packer.io pour construire des images. Donc ça nous permet d'avoir des AMI qui sont exactement configurés comme notre infra de production. Voilà, avec le Nginx compilé. Alors nous on a un risque un petit peu spécifique parce qu'on utilise les SSI de Nginx qui ne sont pas dans les versions standards, donc on est obligé de le compiler avec tout ça. Et puis toutes les briques qu'on utilise, du MySQL, du Redis, du Memcache, du RabbitMQ, etc., etc. Donc Packer.io nous permet vraiment de gérer ça. Alors comment, je ne sais pas si on voit très bien ici, c'est la configuration comme vous voyez en JSON avec les différentes paramètres. Alors je n'ai pas détaillé, ce n'est pas le but de jeu non plus, mais vous dites sur quel AMI d'Amazon vous voulez travailler, vous mettez vos différentes clés d'accès, et puis vous allez après jouer différentes choses dessus, de façon à ce que votre AMI soit packagé. Alors pour mieux comprendre, je vais te prendre le petit truc là. Hop. Voilà. Comment ça se passe ? Comment se passe Packer ? Packer, au début, il va faire quoi ? Il va démarrer une instance EC2 via l'API Amazon, de manière assez classique, et puis il va débuter son provisioning. Pour faire cela, il va installer le chef client, il va enregistrer l'instance sur chef serveur, voilà, ici, enregistrer la node. Chef serveur, lui, va envoyer les recettes vont être jouées sur l'AMI. On supprime l'empreinte chef pour avoir une AMI propre, on supprime la node côté chef serveur, on package l'AMI. Voilà, donc c'est ce que permet de faire Packer.io de manière assez simple quand on le voit comme ça. Je pense que c'est plus compliqué derrière, mais ça permet vraiment d'avoir une première passe sur l'industrialisation qui fasse, je dirais, les prérequis standards qu'on a sur toutes nos stacks applicatives. Voilà, ça c'est pour Packer.io. On était content de l'avoir trouvé parce qu'on a quand même pas mal galéré au début à chaque fois à rejouer et ça me prenait beaucoup de temps. Donc on se dit une démo ou une recette, on doit le monter ça très vite et ça prenait une bonne demi-heure pour tout faire. L'avantage d'avoir les AMI pré-packagés, c'est qu'en 5 minutes, l'instance elle est prête. Et du coup, il restait toute l'étape de recettes, en fait, d'exécution des recettes. Qui allait via un tableau de variables, en fait, allait exécuter plusieurs choses. D'une part, créer les VHost Nginx, ensuite cloner les projets depuis Git pour lancer notamment un composer install, faire de même pour des sous-dossiers. Aller du coup ensuite appliquer des fichiers de configuration qui permettent d'adapter l'application à l'environnement qui est créé par rapport au lien avec la base de données, au lien avec différentes choses qui devaient être configurées de façon spécifique. Mettre en place Varnish aussi, bien le régler, et lancer différentes commandes de warm-up, de génération de cache, différentes commandes qui permettaient de préparer l'applicatif pour le rendre immédiatement consultable.
Ça ressemble à ça. C'est assez simple à lire aussi. On est sur du YAML et vous voyez le web server, le port, la gestion du proxy port, des différents domaines que vous allez pouvoir créer en quelques lignes. C'est plutôt assez lisible, encore plus quand on a un IDE qui fait la bonne coloration syntaxique et du coup parfaitement digeste. C'est un sujet hyper important parce que souvent quand on déploie des environnements, par exemple les images ne sont pas sur le bon domaine, donc forcément c'est un souci, ou les liens ne sont pas sur le bon domaine. Alors nous on est multi-domaine, donc c'est un peu compliqué parce que l'Express a plein de sous-domaines, mais quand je suis sur un environnement de démo, forcément je ne dois pas avoir écrit www.express.fr, je dois avoir écrit autre chose, parce que malheureusement chez nous on ne peut pas avoir les fichiers host customisables par personne. Et puis, mais si je montrais ça à ma direction, je n'ai pas lui dire je vais changer ton fichier host pour mettre le bon domaine. Donc c'est hyper important d'être capable de customiser complètement l'environnement par rapport à là où on déploie. Et plutôt que de le faire à la main, ça permet quand même d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. À côté de ça, on a le template CloudFormation. Donc ça, c'est ce qui va décrire complètement votre stack Amazon. Donc ça, c'est un exemple de template où vous allez pouvoir gérer les régions sur lesquelles vous allez déployer vos instances EC2, le type d'instance EC2, plus ou moins large, plus ou moins importante, avec des validations de types d'instances qui sont autorisées. Et autres paramètres qui permettent d'avoir un environnement parfaitement et sécurisé et performant et opérationnel le plus rapidement possible avec tout votre applicatif. Donc avec CloudFormation, ça vient un petit peu rajouter quelques étapes au niveau du workflow. On va commencer par lire le template pour créer toutes les ressources, pour aller du coup créer les bases de données, récupérer tout le endpoint des bases de données, pour aller le lier ensuite à une instance EC2 qu'on va pouvoir démarrer, et commencer ensuite à arriver sur ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire jouer le script de provisioning et toute la partie avec le client chef et les recettes avec le serveur chef. Pour, au final, du coup, avoir une instance qui est complètement utilisable et voir au final, là on sort de CloudFormation, mais les killer complètement une fois la démo faite si on n'en a plus l'utilité. Donc là, on vient de parler de la création des instances avec la stack applicative, que ce soit la stack un peu plus middleware ou la stack vraiment très très métier. L'autre gros sujet, c'est la data qu'on doit remonter pour être conforme à la production. Pourquoi c'est important? Parce que là, encore une fois, je vais prendre un exemple très simple au niveau des médias. Je vais remonter par exemple ma base de données de contenu. Puis je vais remonter aussi ma base de données d'images, et puis si je ne suis pas synchro entre les deux, je vais avoir des contenus sans images, ou alors des images qui ne sont pas liées à des contenus. Et en termes de recettes, c'est très compliqué de se dire est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est normal. Donc on est obligé d'avoir sur notre stack en permanence avoir des données qui sont cohérentes entre elles. Donc on fait de la réplication de la prod en continu pour avoir on essaye pour avoir toujours une stack qui est complètement cohérente, on va dire. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a beaucoup de bases de données sur du MySQL, sur du MongoDB, sur du Redis et du SQL Server. Donc il faut les dumper, il faut les ramener. Et c'est un petit peu long, parce qu'on a quand même pas mal de contenu. Donc la première fois qu'on l'a fait, on a mis 30 heures. Donc forcément, pour mettre des démos à jour tous les jours, ça passe pas à 30 heures, c'est beaucoup trop long. Voilà. Donc là, il y a deux choses sur lesquelles on travaille qui ne sont pas forcément simples. C'est arbitrer la fraîcheur des données. Quelles sont les bases de données qu'on doit forcément remonter pour qu'il n'y ait pas de problématique de cohérence sur la stack. Et puis également optimiser les bases de données. Parce qu'on se rend compte en faisant ça que nos bases de données, ça c'est forcément, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin, qu'elles sont trop grosses et qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait gérer différemment, soit en éclatant, en mettant des bases de données qui sont un petit peu statiques. Je pense par exemple dans les élections, par exemple, on a tous les résultats des élections présidentielles, municipales, etc. C'est des choses qui ne vont pas bouger dans le temps, donc c'est pas la peine de les ramener à chaque fois, elles ne changeront pas. Par contre, la production de contenu qui est en continu chaque jour, ça il faut le ramener. Donc c'est aussi avoir une approche là-dessus de split entre la donnée qui bouge et la donnée qui ne bouge pas. L'autre problématique, c'est les fichiers.
Alors là, honnêtement, on n'a pas trouvé la solution géniale pour l'instant. On a 400 gigas d'images aujourd'hui sur l'Express, c'est beaucoup. Et quand on veut ramener tout ça tous les jours, c'est pas possible. Ça prend trop de temps et en plus c'est trop coûteux. Parce que chez Amazon, ça coûte un petit peu cher de ramener les fichiers comme ça. Donc on a fait un warm-up avec un disque dur. Dans Amazon, on peut lui dire tiens, je prends l'image du disque dur et mets-le directement sur du S3. Ça marche, mais c'est vraiment, je dirais, temporaire comme solution. Et on fait du AirSync entre-temps. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution simple pour faire ça. J'espère qu'on va en trouver une. On va vous parler maintenant de Kitchen. Kitchen, ça permet de faire des recettes, des tests unitaires et fonctionnels sur les recettes. Là, on entre vraiment dans l'univers de l'infrastructure as code, qui permet en fait de se dire maintenant une infra, ça se pilote pas à l'ancienne en allant vraiment faire du script en permanence. Ça se pilote vraiment comme du code. Donc, on peut faire du test unitaire, du test fonctionnel. Kitchen est bien parce que c'est compatible avec Puppet et Chef ou avec Amazon et d'autres bootstrappers. L'intérêt pour nous, c'est quand on écrit nos recettes, de vérifier qu'elles vont au bout, qu'on n'a pas des choses qui ne fonctionnent pas parce que c'est mal paramétré, qu'il y a un fichier de conf qui est mal fichu, une typo, n'importe quoi. Et ça nous permet, parce que comme il y a un gros enjeu de maintenance qu'on ne connaît pas encore, parce que c'est nouveau chez nous, donc on va voir dans le temps comment ça se passe, on a un gros enjeu de maintenance dès qu'on va faire des évolutions pour vérifier qu'on n'a pas tout cassé. Donc Kitchen, on a commencé dessus, donc j'ai pas beaucoup de retours à vous faire, si ce n'est qu'a priori ça marche plutôt pas mal, et que nos devs qui s'en servent sont assez contents de pouvoir aller plus vite en vérifiant ce qu'ils font avant de le lancer sur Amazon. Et tout ça pour arriver sur des vrais enjeux en termes de pilotage au quotidien pour toute l'équipe. Évidemment, le premier objectif, c'est de faire le moins de choses à la main. Parce que plus on a de temps à rester sur son métier, sur le développement des projets, et moins de temps on passe sur l'instanciation d'un environnement de dev, le mieux c'est. Donc réussir à automatiser. C'était le premier objectif. Le deuxième, c'était aussi de pouvoir bien gérer le parc de tous ces environnements qui vont être créés, de réussir à avoir une vue d'ensemble, de voir où ça en est, de suivre aussi en termes de budget, en termes de consommation et d'utilisation. Et enfin, de ne pas être dépendant, de pas être DevOps dépendant, on pourrait dire, de pouvoir garder toute une autonomie en fait dans l'utilisation, la gestion et les problématiques rencontrées sur les environnements qui sont créés, sans avoir besoin en permanence d'aller discuter avec le DevOps pour faire telle ou telle modification, pour faire telle instantiation, pour avoir son environnement, tout ça pour gagner du temps. Alors, on est encore en bêta sur ces outils-là. L'idée, c'est d'avoir une vision en permanence des instances, des stacks qui sont instanciés. Typiquement, j'ai un projet de refonte de la partie féminine de l'Express. Je vais avoir une démo spécifique et des environnements spécifiques qui va être allumé. C'est d'avoir cette visualisation grâce à l'API d'Amazon sur un outil qu'on a développé. Pouvoir allumer, éteindre et pouvoir avoir un suivi quand même budgétaire sur cela. Donc ça, c'est le petit tableau de bord des instances qui sont allumées, donc voilà, avec du vert et du rouge. Tu peux passer. Et puis l'idée, c'est aussi d'avoir de manière très simple, dire voilà, je veux déployer un environnement sur tel stack pour tel besoin. Donc on va juste avoir un petit formulaire où je fais OK, déploie-moi, et tout se déroule automatiquement, ce qui nous permet ensuite d'avoir une URL à donner, les URL à donner à nos chefs de projet. Et donc, au lieu d'avoir à le faire ça de manière sur du script ou en se connectant à Amazon, d'avoir vraiment un outil de pilotage à la main pour qu'un dev ou un chef de projet technique ou un responsable technique puisse lui-même, sans avoir besoin de demander au DevOps, tiens, crée-moi mon environnement, de le faire de manière complètement en autonomie. Alors pour faire ça, on a utilisé l'API d'Amazon. Tout à fait. L'avantage de l'API d'Amazon, c'est qu'elle est particulièrement bien documentée, parfois même peut-être un peu trop, mais on a une API qui est particulièrement disponible, qui a de bons temps de réponse, et qui pour PHP est particulièrement bien intégrée. Les web services utilisent énormément, enfin on a un SDK qui se base énormément sur Guzzle, et que vous pouvez, dans le cadre de l'Express, en tout cas intégrer de façon très simplifiée à Symfony 2.
dans un projet Symfony 2 via l'injection de dépendance et l'Event Dispatcher, qui permettent véritablement de simplifier et d'intégrer fortement les API. Mais on a du coup beaucoup de documentation quand même à parcourir. Sébastien parlait tout à l'heure de l'accompagnement des équipes d'Amazon, que ce soit en France ou aux US. Il n'est pas négligeable parce que ça permet aussi de gagner du temps quand on n'a pas forcément de retour d'expérience ou d'expertise importante. Mais il faut savoir ce que vous voulez faire, il faut passer du temps sur l'architecture, on va dire très théorique, avant de rentrer dans le code, parce qu'on peut facilement aller du mauvais côté en termes de dev. Alors, le bilan de tout ça, que nous on a pu faire depuis qu'on a commencé à peu près il y a un petit peu moins d'un an sur le sujet. C'est un investissement qui est très lourd quand même au début, parce qu'on ne savait rien, donc il a fallu qu'on apprenne tout, et c'est très riche, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de... Est-ce qu'il faut prendre Puppet, est-ce qu'il faut prendre Chef, Packer, on l'a découvert assez tard, comment marche Amazon, etc. Sur des équipes où aujourd'hui, j'ai un DevOps dans mon équipe, mais le reste, ce sont des développeurs PHP de formation, donc c'est comment réussir à faire que tout ce petit monde-là arrive à appréhender les outils. Et puis également en termes de projection budgétaire, Amazon est nouveau. Tout ça, il faut se mettre dedans. Pareil, si Amazon ne le paye pas à temps, il coupe. Donc il faut le gérer aussi, ça, c'est tout bête. L'autre problématique qu'on a rencontrée, c'est qu'on a voulu le faire de manière, je dirais, un petit peu à côté de ce qu'on faisait habituellement. Donc on avait des projets, et puis de temps en temps, on passait une journée, une demi-journée pour continuer d'avancer sur ce projet industriel. Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on a avancé, mais très lentement. On se disait, est-ce qu'on va en voir le bout? Et on a donc décidé, pendant l'été, de mettre une équipe dédiée sur le projet. Donc se mettre vraiment en mode projet, avec des gens qui faisaient que ça. Donc ça veut dire 2 développeurs plein temps, full-time depuis août, qui sont sur cette industrialisation de notre stack. Mais attention, en travaillant en agile et en lean, parce que on peut tellement se noyer que si on ne sort pas des livrables régulièrement, nous c'est tous les 15 jours, vous ne voyez jamais rien. Et puis on a tellement envie d'aller loin qu'on peut prendre beaucoup de temps pour au final n'avoir rien du tout. Donc restez toujours dans une démarche de livrable, ce qu'on a pu faire nous depuis l'été, ce qu'on n'a pas fait auparavant, donc c'était pas très satisfaisant. Donc maintenant, vraiment tous les 15 jours, je peux avoir des choses à tester et jouer avec. Et en restant ambitieux. Ça veut dire qu'il faut, pour que le projet soit vraiment satisfaisant, il faut mener jusqu'au bout l'industrialisation. Parce que c'est n'est fait qu'à 90%, les 10% qui restent qui ne seront pas faits, ça sera compliqué à déployer, il y aura toujours des problématiques de cohérence entre les différentes applications. Donc, restez agile et restez ambitieux pour avoir en focus final 100% du spec qui est couvert. Et donc oui, finir à 100%. Nous aujourd'hui, on n'a pas fini à 100% encore. On a encore des petites zones qui ne sont pas encore finies, par manque de temps. On a également encore des problématiques, comme je vous le disais, sur les bases de données et les fichiers, qu'il faut qu'on adresse, parce que sinon c'est pas encore opérationnel. Après, on veut aller un petit peu plus loin, c'est que tout le fichier de config que vous avez vu, il y a beaucoup de paramétrages qui ne bougeront pas en classique, et d'autres qui sont plutôt liés à du dev, sur quelle branche je vais mettre pour tel applicatif, quel domaine je veux, etc. Ça, on voudrait demain vraiment avoir un formulaire capable qu'on puisse faire remplir par un développeur dès qu'il veut lancer une instance. Et même pour aller plus loin, on a vraiment que chaque développeur puisse instancier son environnement à lui pour développer, qui soit complètement conforme à la production. Et puis le troisième point, c'est être capable de se projeter budgétairement. Aujourd'hui, je ne peux pas dire combien ça va me coûter dans un an. J'en ai absolument aucune idée, parce qu'on est encore trop jeune sur le sujet. Donc je fais une provision, je dirais, plutôt en haute pour être sûr de ne pas déborder, mais aujourd'hui, on ne sait pas combien ça va nous coûter au final. Donc il y a cette partie budgétaire qu'il faut qu'on optimise. Voilà. Merci. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question, vous avez abordé à la fin très brièvement la question de l'environnement de développement. C'est-à-dire que là, vous avez industrialisé la production avec Puppet. Est-ce que les développeurs, ils développent directement sur Amazon, sur des instances qui ont été déployées avec Puppet? C'est l'objectif, on n'a pas encore décidé. Soit on est capable de le faire, effectivement, d'aller sur Amazon pour développer.
Je crains que ça coûte un petit peu cher éventuellement. Voilà. La solution sur laquelle on va plutôt, c'est un cloud privé chez notre hébergeur, avec la même stack applicative de déploiement avec Chef. Peut-être plutôt vers ça. Donc ça veut dire que les développeurs ne peuvent pas développer en local? Le problème que j'ai en local, c'est d'être capable d'avoir des ressources suffisantes. En fait, on a au niveau informatique, c'est pas toujours facile d'avoir une infra qui grossit quand on grossit l'équipe. Et compliqué quand on a 5, 6, 7, 8 environnements de les déployer. Donc pour l'instant, c'est une question que je suis en train d'adresser, mais je n'ai pas encore la réponse claire. C'est un vrai sujet. Où doivent développer les développeurs? Machine dédiée, machine dans le cloud privé, cloud public? Je ne sais pas encore, pour être très honnête. Merci. J'ai une petite question sur justement avant, on avait tendance à utiliser nos propres infras, à faire fonctionner les choses, et puis maintenant on oriente tout vers le cloud. Ça me fait penser un peu à l'époque où on payait le téléphone à la seconde ou à la minute, et puis on est tous passés sur du forfait limité, voire après infini. Et l'impression que l'informatique fait plutôt part dans le sens inverse. On avait avant un forfait, et puis maintenant on paye à la seconde. Et du coup, j'ai peur qu'on déporte le stress des admin 6 par rapport à la capacité de leur infra vers finalement le comptable qui sue à grosses gouttes quand il voit que le budget est en train d'exploser parce qu'il y a des instances qui s'ouvrent de ci, de là pour absorber une charge qui finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de monter des instances supplémentaires? Est-ce qu'on ne peut pas se permettre de dégrader un peu la qualité de notre site pendant quelques minutes ou quelques heures peut-être? Je ne sais pas. Et je me dis, est-ce que justement parce que vous parliez justement de problèmes de budget, vous aviez peu de visibilité, et moi j'ai peur que dans ce genre de solution, on a une non-maîtrise du budget et voire exploser les budgets. Il y a des entreprises qui reviennent du cloud, en tout cas public, pour revenir sur des infrastructures à eux, sur lesquelles ils peuvent maîtriser le budget de façon plus fine et qui sera aussi peut-être économiquement plus intéressant. Mais c'est vrai que c'est une vraie question par rapport à cette maîtrise du budget. Ce qu'expliquait Sébastien aussi, c'est que vous pouvez aussi avoir tout ce qui est alerting, etc., en termes de consommation pour travailler et optimiser et revoir aussi avec les équipes d'un Amazon, d'un Google, ou d'autres fournisseurs de cloud, voir comment essayer d'un petit peu d'optimiser en termes de coûts ou en termes d'architecture aussi pour diminuer les coûts. Peut-être qu'il vaut mieux passer sur des machines plus puissantes et du coup diminuer le nombre de machines. Donc ça c'est un travail qui peut être fait au quotidien, surtout quand on est en prod, moins pour de la démo, de la recette ou de la pré-prod. Après, pour le côté dégrader le site, ça dépend du site, c'est sûr. Sur un site de e-commerce, vous ne pouvez pas vous imaginer dégrader quoi que ce soit en termes de latence, de temps d'affichage. Pareil, pour du média, ça va impacter le nombre de pubs qui vont pouvoir être servies, enfin qui vont être en tout cas diffusées. Ça peut être un petit peu gênant quand il y a des objectifs derrière commerciaux importants. Mais oui, c'est quelque chose ça nécessite peut-être pas pour le comptable, mais en tout cas pour au niveau des directions techniques, un suivi extrêmement fin. Pour moi, dans un rôle de direction technique, c'est comme dit Nicolas, c'est vraiment d'avoir aussi une vision budgétaire de l'infra. Entre le besoin métier que l'on a et combien ça me coûte. Donc moi j'ai un budget global d'hébergement, à moi de jouer avec pour être capable de rester dans ce budget-là. Sachant qu'aujourd'hui notre stratégie c'est pas d'aller sur la production dans full Amazon, c'est plutôt sur du débordement qu'on irait sur du Amazon. On a comme projection de travailler sur du cloud privé avec notre hébergeur sur lequel on a la maîtrise des coûts complète, là où il n'y a pas de débordement. Donc aujourd'hui, Amazon, nous, c'est du débordement du cloud privé éventuellement, et pour l'interne, pour avoir de la scalabilité maximum, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question concernant vos machines de prod, etc. Est-ce que vous utilisez la convergence avec Chef, ou est-ce que toutes vos machines sont immutables? J'ai pas entendu la fin. Est-ce que vous utilisez la convergence qui est proposée par Chef avec un chef serveur, etc. ou est-ce que toutes vos instances sont immutables? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Voilà. C'est mon DevOps qui gère ça, je ne sais pas, pour te répondre clairement. Voilà. On est vraiment tout jeune sur Chef. On est vraiment tout jeune. On a vraiment commencé il y a 3 mois dessus. Donc on apprend en marchant. Et puis sur la partie prod, on n'est pas du tout sur Chef pour l'instant. C'est encore à l'ancienne. Donc aujourd'hui, ces questions-là ne sont pas encore vraiment adressées.
Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant le service Amazon. Donc vous avez choisi ce service. Est-ce que vous en avez testé d'autres? Si oui, pourquoi vous les avez délaissés au profit d'Amazon? Alors oui, sur un autre projet, on a travaillé avec Google Cloud, qui est intéressant budgétairement parce qu'il est un petit peu moins cher qu'Amazon, même si Amazon est en train de s'aligner. L'offre de service est quand même aujourd'hui un peu moins riche qu'Amazon, qui est clairement le leader. Donc on n'a pas voulu, nous, aller expérimenter, on a pris le leader parce qu'on savait que c'était là où on allait à peu près trouver ce qu'on souhaitait. Merci. Merci. Merci pour cette présentation. Moi j'ai une question. Vous montez des instances de démo avec des bases de données de prod, enfin des réplications. Vous répliquez l'ensemble de vos données. En termes de volumétrie, ça rentre dans vos instances, ça coûte pas trop cher à monter. Est-ce que vous faites des subsets ou pas? C'est une bonne question. Pour l'instant, pour la partie SQL Server qui coûte très cher chez Amazon, on triche un petit peu, c'est qu'on met chez OVH, parce que ça coûte moins cher. Voilà, pour être très honnête. Après, pourquoi on n'adresse pas le sujet? Parce qu'on est en train de migrer sur MySQL ou PostgreSQL, on ne sait pas encore, mais on va migrer en fin d'année, début d'année. Donc pour l'instant, c'est que le SQL Server qui pose problème. Voilà. Mais le reste, a priori, il n'y a pas de sujet. MySQL ou MongoDB, ça se passe très bien. Ça c'est pour les coûts, mais concernant les volumes? Concernant les volumes, ben oui, pour l'instant, comme je le disais, c'est compliqué parce qu'on a trop de volumétrie. Donc le problème, c'est la fraîcheur de la donnée. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de splitter les bases un peu plus entre la donnée qui est vraiment mise à jour tout le temps et la donnée qui est mise à jour un peu moins souvent. Donc on peut se permettre de faire un dump un peu moins régulier. Je parlais des élections présidentielles par exemple. Ça, c'est une base de données qui est à part et qu'on dump, je dirais, après les élections, puis après on n'y touche plus. Par contre, la base de contenu, aujourd'hui, elle est répliquée tous les jours. Et avec une difficulté qu'il peut y avoir de ne prendre par exemple que les contenus qui ont moins d'1 an ou moins de 2 ans, c'est pas juste quelques lignes à effacer dans les bases, mais c'est un nombre important de liens, de relations entre les différentes tables. Du coup, le coût pour faire ce type de nettoyage peut être assez important quand on veut mettre rapidement en place un environnement de recettes, de démo. Donc on ne le fait pas, on ne nettoie pas pour l'instant, on prend tout et... Vous avez des grosses bases pour vos environnements de démo on a des grosses bases de prod, voilà. Merci. Donc, merci. Merci beaucoup. Ce sera tout pour les questions.